Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, seuls les services d'urgence seront fonctionnels ces 2 prochains jours. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal entame une grève de 48 heures à partir de ce mardi. Selon le SAMES, aucune proposition concrète n'a été actée malgré 14 rencontres avec le gouvernement. Ça grogne également dans l'enseignement supérieur. L'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et des services des centres des œuvres universitaires du Sénégal va entamer une grève de 48 heures non renouvelable. La tutelle a rompu le dialogue selon les syndicalistes. À la une également, la tenue de la réunion du comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le secrétaire permanent invite les États membres à faire des efforts pour s'acquitter des cotisations. On vous explique tout. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Dans le secteur de la santé, seuls les services d'urgence seront fonctionnels ce mardi et mercredi. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal entame une grève de 48 heures. Le SAMES proteste contre la persistance des mauvaises conditions de travail. Selon les syndicalistes, l'État néglige les doléances des médecins. Fatou Bintou Conté. En ordre de bataille, le SAMES, syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, vont aller en grève de 48 heures ce mardi et mercredi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Devant l'absence d'actes concrets du gouvernement allant dans le sens d'un dialogue et d'un consensus pour solutionner ces revendications, le SAMES est au regret de poser le premier acte de son plan d'action qui consiste en une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025 avec respect des urgences. Malgré qu'ils aient rencontré leur ministre de tutelle la semaine dernière, les médecins maintiennent leur mot d'ordre de grève. Malheureusement, c'est comme à l'accoutumée, on a assisté au même film avec en tout cas un partage encore de la plateforme revendicative, surtout les points essentiels de la plateforme revendicative. Mais jusqu'ici, comme on l'a rappelé tout à l'heure, aucun acte concret n'a été fait. Donc c'est ce qui fait que nous sommes dans cette posture et continuons actuellement à mettre en œuvre notre plan d'action. Grève qui est motivée par des revendications non satisfaites telles que du recrutement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dans la fonction publique pour soulager bien entendu les structures sanitaires du pays, de la gestion démocratique des ressources humaines à travers un appel à candidature lors des nominations à des postes de responsabilité, du régime indemnitaire qui souffre d'une incohérence, on l'avait rappelé, mais également d'une injustice notoire au détriment des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. De la revalorisation de la pension de retraite, quand on sait qu'un médecin qui part à la retraite au Sénégal devient un ancien fonctionnaire très vulnérable et précaire qui vit une précarité car se retrouvant avec une pension de retraite dérisoire. Le SAMES s'est aussi prononcé sur la diminution des salaires dans la fonction publique. Les médecins restent fermes et disent ne pas en faire partie car victimes d'injustice depuis longtemps. Et devant cette crise sociale qui se profile, le gouvernement demande du temps, rebasing salarial, moratoire sur les revendications, des mots qui reviennent du côté du gouvernement. Les leaders syndicaux ont du mal à se faire à l'idée d'une baisse des salaires. Alassane Ba, Hamadouba. Sa déception est grande après avoir écouté le ministre secrétaire général du gouvernement, Al-Amin Lo. Comment ce gouvernement qui avait vendu le fait de réduire le train de vie de l'État est venu continuer avec ces différentes agences et nommer là-bas des DG et des PCA? La meilleure manière, c'était de ne pas nommer des gens là-bas, de faire une étude diagnostique, de supprimer les agences qu'il fallait supprimer, tel que ça a été fait avec le Conseil économique et social, de réduire le budget de l'État, le budget de la présidence, le budget de la primature, l'Assemblée nationale. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas acheter des véhicules pour les députés. Aujourd'hui, ils défendent l'idée qu'on achète des véhicules pour les députés.
Comment un gouvernement comme ça peut appeler les travailleurs à se délester de leur salaire parce qu'ils veulent réduire le coût de la vie? Non, c'est impensable. La secrétaire générale de la CNTS-FC Authentique et coordonnatrice du cadre unitaire des centrales syndicales va plus loin. Pour Baha Ndiong, le secrétaire général du gouvernement fait dans la provocation. Il parle des fonctionnaires, ce ne sont pas les travailleurs du secteur privé. C'est l'État qui veut diminuer les salaires des fonctionnaires. Et ça va être très chaud parce que nous l'accepterons. C'est inacceptable. Les salaires ne suffisent pas. On te demande maintenant de diminuer. Ils n'ont qu'à commencer par eux-mêmes. Il y a les agences qui ont des salaires faramineux. Les gens disent que tout le monde est fatigué. Les grèves vont démarrer à partir de demain. Tous les jours, vous allez entendre ça. On nous parle maintenant je ne sais pas. Ça, c'est de la provocation, à mon avis. Ils promettent de faire face. Et sur les réponses apportées par le ministre Abbas Fall, ils estiment que leurs vraies attentes n'ont pas été prises en compte. Nous pensons que la préoccupation globale des Sénégalais, c'est comment faire en sorte que le coût de la vie baisse. Comment faire en sorte que les impôts sur les salaires qui sont excessifs baissent, etc. C'est ça les véritables préoccupations sur lesquelles nous n'avons pas encore de réponse. Attendons la convocation du Premier ministre parce que de toute façon, les travailleurs ont posé des problèmes réels. C'est les travailleurs eux-mêmes qui ont pris la parole pour dire que nous, on nous a licenciés pour ceci ou pour cela. Parce que ces travailleurs sont protégés par le Code du travail. Je vous ai dit l'article L55. Il y a des problèmes, certes. Le ministre du Travail, nous le remercions, il a essayé de tempérer, tandis que d'autres enfoncent le clou. Dénonçant l'inaccessibilité de certains ministres, les centrales syndicales attendent avec impatience la rencontre annoncée avec le Premier ministre Ousmane Sonko. L'intersyndicale agriculteur, pêche et élevage dessert un tout petit peu les taux. Le port du brassard rouge sera maintenu, mais les acteurs du secteur primaire décident de suspendre partiellement le plan d'action qui comprenait, vous le savez, 72 heures de grève générale qui devait débuter ce mercredi. L'autre grand titre de cette édition, tenue de la réunion du comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA ce matin à Dakar. Le secrétaire permanent invite les États membres à faire des efforts pour s'acquitter des cotisations pour permettre à l'institution de continuer de s'acquitter de ses devoirs. L'organisation a par ailleurs fait le bilan de l'année 2024. Dissa Prera. 381 arrêts, 73 ordonnances, 20 sessions de formation, 1616 personnes formées. En 2024, l'OHADA a réalisé sa plus grande performance depuis sa création. Mais malgré ses prouesses, l'institution fait face à des difficultés financières. Étant essentiellement consacrée aux questions financières, la session du Conseil des ministres qui s'ouvre doit permettre de doter les institutions des moyens nécessaires à l'exécution de leur programme d'activité pour l'année 2025. Ces institutions seront pourvues en ressources humaines adéquates pour leur fonctionnement, avec notamment le recrutement prévu du personnel qui permettra de rendre opérationnel le comité de suivi des procédures du centre d'arbitrage de la Cour. Cette session du Conseil des ministres, qui présentement se tient à Dakar, devra se pencher sur la préparation des budgets de 2025, faire en sorte que les ressources financières correspondent au programme annuel. Il vous appartiendra, en tout premier lieu, d'examiner les dossiers financiers en prêtant une attention toute particulière au projet de budget des actions de l'OHADA pour l'exercice 2025. Je vous invite, sur ce point, à veiller rigoureusement à ce que les ressources à allouer aux institutions de l'OHADA correspondent à des programmes d'activités clairs, réalistes et réalisables dans le strict respect des termes de la lettre de cadrage budgétaire. Je vous invite par ailleurs à veiller à ce que les prévisions budgétaires de l'année intègrent tous les appuis financiers attendus des partenaires techniques et financiers de l'OHADA,
conformément aux présentes instructions du Conseil des ministres. À la suite de cette réunion du comité des experts ce matin, ce sera au tour du Conseil des ministres prévu ce jeudi 20 février 2025. Merci Dissa. Dans l'actualité également, la série d'accidents dans le nord du Sénégal. La commune de Gandiol multiplie désormais les actes de sensibilisation. 150 jeunes ont été formés sur les bonnes pratiques sur les routes. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Suite aux multiples accidents sur les routes de l'Axe Nord, la commune de Gandiol a démarré une formation avec 150 jeunes. Le but est de les offrir des permis valables pour le respect du code de la route. Les acteurs du secteur se sont également prononcés sur les cascades d'accidents dans la zone nord, dont les causes sont pour l'essentiel l'indiscipline des chauffeurs et le non-respect du code de la route. L'accident, ce n'est pas une fatalité, mais on voit que la cause principale, c'est des fois la méconnaissance du code de la route ou bien le non-respect du code de la route. Et de là, on invite toutes les populations vraiment à se rapprocher des auto-écoles agréées afin d'acquérir une formation de qualité. Pour le maire de la commune de Ndiébène-Gandiol, cette formation sera un pas important pour réduire les accidents dans cette commune. Le permis est une nécessité pour les jeunes. Après l'obtention, les jeunes peuvent facilement trouver du travail dans les agrobusiness. Ils peuvent gérer une famille et travailler dignement. Gandiol est une zone de départ de milliers de jeunes vers l'Espagne par voie maritime. Pour les maintenir, la mairie de Ndiébène-Gandiol a décidé de les offrir cette formation. À avoir des diplômes, au moins c'est permis de conduire qui leur permet d'avoir des lendemains meilleurs. Comme nous le savons tous, la commune de Ndiébène-Gandiol qui est très souvent menacée par les voyages clandestins. Donc si on trouve de l'emploi aux jeunes, c'est une manière de les faire revenir au bercail, de les retenir au niveau du pays. Mais également... Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont participé à cette formation. À terme, 450 seront formés d'ici les prochains mois. Santé animale à Nguéniène, apparition d'une maladie assimilable à la pneumonie, à la péripneumonie contagieuse bovine chez le cheptel. Des prélèvements ont été effectués sur les bêtes, mais problème, pris de panique, des éleveurs se sont débarrassés des animaux sur le marché et ce avant la publication des résultats des analyses envoyées au laboratoire. Voyons tout cela avec Naïmati Dieng. Rien d'officiel pour le moment, mais selon ces vétérinaires, la maladie décelée au niveau du cheptel serait la péripneumonie contagieuse bovine PPC. Donc ces foyers de maladie sont déclarés dans la commune de Nguéniène. Les tableaux cliniques qu'on a sur le terrain sont favorables à la PPCB, mais nous devons vérifier ça. Des analyses laboratoires ont été faites, mais dans un premier temps, ils ne permettent pas de conclure de ça. Mais je crois que nous allons continuer à nous investir sur ces analyses laboratoires-là pour identifier les maladies. La propagation de cette maladie soupçonnée dans la commune de Nguéniène pourrait être maîtrisée s'il y avait suffisamment de vaccins, déplore le vétérinaire. Et il faut dire que les vaccins ne sont pas suffisants. Nous travaillons, mais au compte-gouttes avec les vaccins. Quand il y a des foyers de maladies déclarés, je crois que le minimum, c'est qu'il y ait des vaccins suffisants pour lutter contre ces maladies-là. Le pire est qu'actuellement, des éleveurs se débarrassent du cheptel contaminé avec la complicité de certains bouchers. Le sous-préfet de Sessène a d'ailleurs convoqué cette rencontre, réunissant tous les acteurs territoriaux pour discuter d'une stratégie de sensibilisation de la population. Que les bouchers n'achètent pas du bétail malade. Et avant d'abattre un animal pour la consommation locale, il faut l'inspection des services vétérinaires avec le cachet officiel. L'État, pour sa part, doit redoubler d'efforts, constate ces intervenants vétérinaires. Il leur doit 2 ans de travail non payé. À ce jour, ces intervenants qui doivent être aussi payés par l'État, après le dépôt des rapports, nous avons 2 années qui ne sont pas encore payés. Je crois que cela n'est pas très motivant pour les interventions que nous sommes. Ces vétérinaires et éleveurs se désolent du taux d'exécution des objectifs de vaccination du cheptel au niveau national qu'ils jugent très faible, cela depuis 15 ans presque. Merci Ndaimati. Nécrologie avec la disparition ce dimanche de Serigne Moustapha Saliou. La communauté mouride en deuil, une perte immense, une grande perte pour toute la Oumma. Son portrait avec Cher Diop. Moustapha Saliou est donc retourné à Allah ce dimanche soir. Il repose depuis
auprès de son vénéré père et 5e calife de Serigne Touba Khadimou Rassoul, Serigne Saliou Mbacké, dont le mausolée dédié dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba. Deuxième fils de Serigne Saliou, après Serigne Cheikh, Serigne Moustapha Saliou Mbacké a marqué son temps par son attachement aux valeurs islamiques, par son culte du travail, en perpétuant l'œuvre de son père, par le travail de la terre à Khelcom, son engagement, par son détachement et son éloignement des besoins matériels de notre époque. Grand érudit, il a lui-même été un grand transmetteur de connaissances pour vulgariser la philosophie et la pensée de Serigne Touba Khadimou Rassoul, adossé aux valeurs de l'islam. Serigne Moustapha Saliou était une figure respectée du mouridisme et son aura dépassait les limites de la tariqa, puisqu'il avait les meilleures relations avec toutes les autres grandes familles religieuses au Sénégal. Fils de Sokhna Mati Diakhaté, Serigne Moustapha Saliou s'est éteint à l'âge de 82 ans. Son influence extérieure lui ont permis de parfaire son arabe. Son héritage spirituel et intellectuel reste une boussole pour tous les Sénégalais. Son décès représente une perte immense par la communauté mouride et bien au-delà. Fête patronale de l'église Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis à l'occasion de l'année jubilaire des 125 années de sa consécration. La communauté, les fidèles chrétiens étaient dans les rues de la vieille ville avec la prestation de la communauté Diola. La communauté chrétienne a aussi plaidé pour la réhabilitation de l'église Notre-Dame de Lourdes en état de délabrement très avancé. Voici Abbé Ignace Diamanka Sambou avec notre équipe sur place. De voir que cette année, la particularité, c'est que c'est une communauté. Ce n'est pas pour faire la différence entre ethnies, mais nous voulons simplement que tout le monde se sente impliqué dans cette paroisse. Et ce que nous attendons, donc, c'est aussi pour mobiliser la paroisse dans le cadre du jubilé qui aura, la clôture aura lieu le 22 juin. Et donc nous comptons massivement sur la mobilisation des uns et des autres pour que le 22 juin, que nous puissions avoir une belle célébration, une belle clôture du jubilé des 125 ans. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire et que pour que Maman Marie également nous accompagne durant ce temps de jubilé afin que nous puissions partager les grâces et les bénédictions qui en découleront également. Si vous voyez bien, cette église est très ancienne et en état de vétusté avancée. Et donc notre souhait, c'est de demander à ce que les personnes de bonne volonté et pourquoi pas l'État, de pouvoir nous aider à rénover cette église. Abbé Jean-Laurent Préra, vicaire de la cathédrale de Saint-Louis. Un mot de sport à présent, en lutte avec Frappe. Ce dimanche, il a connu un franc succès face à Mabaldé. France et son nom accède à la cour des grands avec cette victoire. Voyons tout cela avec Mamadou Ndiaye. Il est jeune, il est puissant, il est redoutable dans l'arène de la lutte sénégalaise. Un nom monte en puissance, franc. Combat après combat, il impose son style et s'installe dans la cour des grands. Franc est un jeune lutteur qui a grandi entre Joal et les Parcelles Assainies. Il a su s'imprégner des deux cultures pour forger son propre style. Il ne cesse de répéter que Moussa Dioum est sa référence, une source d'inspiration qui guide son parcours. À Joal, on le considère comme un lutteur complet, capable de s'adapter à toutes les situations. Son ascension dans la lutte sans frappe a été fulgurante, enchaînant les succès et confirmant son talent naturel. Franc, c'est d'abord une force brute, un gabarit impressionnant, une explosivité qui fait trembler ses adversaires. Mais derrière ces muscles, il y a une stratégie. Un homme qui sait attendre son moment pour frapper, qui sait calculer chaque mouvement. Franc n'a plus rien à prouver dans l'arène. Champion du Sénégal, champion d'Afrique, avec l'équipe nationale de la lutte. Il a déjà inscrit son nom parmi les grands. Sa trajectoire est celle d'un lutteur complet, forgé par l'expérience et les défis relevés sur les plus grandes scènes. Il maîtrise la technique, la puissance et la stratégie. Trois atouts qui font de lui un adversaire
redoutable. Ces combats sont spectaculaires, son ascension est fulgurante et pourtant, le plus dur reste à venir. Franc a désormais les plus grands champions face à lui. Balla Gaye 2, Tapha Tine et bien d'autres géants de l'arène l'attendent. Le choix lui appartient. Doit-il affronter un ancien roi pour asseoir son nouveau statut ou défier un colosse pour prouver qu'il est prêt à prendre le pouvoir? Quoi qu'il décide, l'arène retient son souffle. Son palmarès, son parcours parlent pour lui. Il a tout pour devenir le roi des arènes. Franc, un nom qui résonne déjà dans l'arène, prochain combat, prochaine épreuve, pour confirmer qu'il est bien le nouveau roi en devenir. Et puis Kung Fu, 91 combattants ont participé au passage de garde à la ceinture rouge, un événement organisé par la Ligue de Dakar, satisfaite du niveau montré par les participants. Cher Sadibou Diarra. Dakar possède de nouveaux détenteurs de la ceinture rouge en Kung Fu. C'est à l'issue d'un passage de grade organisé par la Ligue. Ils sont divisés en deux tapis, ceux de Nyanshuan et ceux de Chanshuan. Les clubs sont représentés en masse. Il n'y a pas moins de 90 participants au passage de grade. Après la ceinture rouge, ils feront le passage à la ceinture noire qui aura lieu bientôt. La Ligue va organiser le passage à la ceinture noire fédérale. La démonstration d'une discipline qui évolue bien dans la région. Vraiment parce que le niveau progresse. Ce genre d'événement n'existait pas avant. Nous remercions pour cela la direction technique nationale à l'origine du programme suivi par toutes les ligues. Celle de Dakar est la plus puissante au Sénégal avec ses nombreux clubs, pas moins de 20. Nous demandons à la fédération de nous appuyer encore plus. Si le ministère la soutient, cela va se répercuter aux ligues. Locomotive du Kung Fu au Sénégal, la Ligue de Dakar ne badine pas avec la formation pour réussir la massification. Golf, la deuxième édition du trophée dédié au premier président du Golf Club des Almadies, Feu Sidi Faye, a vécu un tournoi remporté par le Matalibé Diop, déjà vainqueur de la première. Cher Sadibou Diarra, que nous retrouvons. Le trophée de Feu Sidi Faye, premier président du Golf Club des Almadies, une propriété de Matalibé Diop, tout porte à le croire. Le golfeur inscrit son nom pour la deuxième fois d'affilée au palmarès du vainqueur d'un événement qui est à sa deuxième édition. Un bilan d'abord de satisfaction. Les amateurs, on leur avait réservé l'après-midi du vendredi et la matinée du samedi. Ils se sont tous plaints parce qu'on était obligé de faire des doubles départs. C'est-à-dire là où il y a une équipe de 4 ou de 3 qui occupe un trou, qui démarre par ce trou-là, vous en avez 2. Et vous en avez sur plusieurs trous. Ça veut dire qu'il y avait une affluence certaine, due à la personnalité et à la mémoire du défunt. Sidi Faye, un parrain, grand artisan de la démocratisation du golf au Sénégal. Certains pensaient, des Sénégalais, qu'il ne fallait pas faire de discrimination entre les cotisations. Amadou Sibi, pour que les gens viennent au golf, pour que les Sénégalais surtout viennent au golf, a établi un taux spécial pour les Sénégalais. Et il n'y avait pas plus de 20 Sénégalais qui jouaient au golf. Autre spécificité, les femmes ne payaient pas du temps de Sibi. C'était aussi pour attirer la gente féminine. Et un hommage et une reconnaissance qui doit être nationale. Entre autres, M. Ousmane Diallo, Libas Niang, Sibi Faye. Le Sénégal devrait les remercier. Parce que si vous regardez aux États-Unis, dans les autres pays, ils ont des milliers de golf clubs. Nous, on n'en a que 1 ou 2 fonctionnels. Et donc, moi, j'appellerai l'État à mettre sa main dans ce sport. Parce que c'est un sport qui a des vertus énormes. Énormes, vous ne pouvez imaginer. Ce que ça peut apporter à un pays, sur le plan touristique, sur le plan moral en général. Parce que les gens qui travaillent du matin au soir ont besoin d'un environnement comme ça pour décompresser. Donc rien que pour ça, j'invite tout le peuple sénégalais à se joindre à nous. Vive le golf. Célébrer Feu Sidi Faye par un tournoi de golf
est ainsi une belle manière de rendre la monnaie de sa pièce pour le rayonnement de la discipline au Sénégal. Merci cher Sadibou Diarra. Dans un instant, Soir d'Info, la suite avec Eliman Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. A tout de suite.